L'actualité de ce lundi 9 septembre, le retour triomphal au bercail de la championne des récents Jeux d'athlétisme à Moscou. L'Ivoirienne Muriel Aoré, sacrée médaillée d'argent, est à Abidjan depuis plus d'une heure. Les populations sont sorties nombreuses pour lui réserver un accueil chaleureux. Muriel Aoré est l'invitée de ce journal en exclusivité. La croissance économique de la Côte d'Ivoire au cœur d'un tête-à-tête ce matin à la primature. Daniel Kablan-Duncan a échangé avec le président d'Africar, structure spécialisée dans l'agriculture et la vice-présidence du MIGA. Et puis au Mali, le palais de Koulouba aux allures de rentrée des classes ce matin. Les 34 membres du gouvernement Tatam Lim ont reçu leur feuille de route des mains du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'agit du premier conseil des ministres 24 heures après la formation de l'équipe gouvernementale. Voilà pour le sommaire. Il est 20 heures à Abidjan. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. C'est donc le retour au bercail pour la championne des récents Jeux d'athlétisme de Moscou. L'Ivoirienne Muriel Aoré, sacrée médaillée d'argent, vient de regagner Abidjan il y a un instant. Un retour triomphal, fait de cris de joie des populations, sorties nombreuses pour lui réserver un accueil chaleureux. Une manière de saluer les exploits de la spécialiste du sprint pour le rayonnement du drapeau orange, blanc et vert à l'international. Muriel Aoré en exclusivité est notre invitée ce soir. Muriel Aoré, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, Muriel, d'être entrée dans l'histoire du sprint féminin mondial le vendredi 16 août dernier au stade de Luzniki lors des mondiaux 2013 d'athlétisme en Russie? Wow, je suis tellement émue et je crois toujours pas que ça m'est arrivé. J'ai travaillé tellement dur pour ça et le fait de l'avoir accompli, c'est un peu, c'est pas réel quoi. C'est pas réel, c'est encore un rêve dans votre esprit. Voilà, c'est Alors, ça. comment êtes-vous arrivée, Muriel, à vous surpasser? Après les Jeux Olympiques l'année dernière, j'étais vraiment déçue. Donc je me suis remise au travail. J'ai travaillé très dur avec mon entraîneur Alan Powell, qui est aux États-Unis, un Jamaïcain, et on a mis le programme en place et on a dit ok, le programme, le plan c'est bien sûr Moscou, le 100 et le 200 mètres, avoir 2 médailles et se préparer sur le 60 mètres. Donc j'ai commencé la saison, l'entraînement en octobre. Et je me suis mis au travail et j'ai commencé à faire les 60 mètres en janvier et j'ai fait toute la saison de l'intérieur et je me suis préparée parce que j'avais des problèmes l'année dernière pour finir mes courses. Donc on a fait beaucoup plus de travail sur les distances beaucoup plus longues pour que je puisse tenir à la fin de la course. Vous avez parlé, Muriel, de la phase de préparation. Quel était votre état d'esprit lors des compétitions? Avant de courir, j'ai juste prié, j'ai juste demandé à Dieu de me garder calme et j'ai mis tout le travail, j'ai fait tout le travail que je devais faire et le seul truc que je pouvais faire, c'est être calme, rester tranquille. Et c'est très important, rester calme, tranquille. C'est très important, très important. Donc avant de courir, j'ai juste récité mais je vous salue Marie plus que 100 fois. Et après, j'ai fait mon signe de croix comme je le fais toujours et j'ai tout mis dans les mains de Dieu. Et voilà. D'accord, Muriel, on aura l'occasion de reparler avec vous d'autres aspects de ces courses. Je vous propose maintenant qu'on suive ensemble à la première course, à la finale du 100 mètres à dames. La finale très attendue de la 3e journée des mondiaux d'athlétisme de Moscou 2013, c'est bien le 100 mètres féminin. Avec toutes les stars du sprint. Moment de pression, moment de concentration. 2 Africaines dans la course. Muriel Aoré de la Côte d'Ivoire, Blessing Okagbare du Nigeria. Fraser Price termine en beauté en 10 secondes 71 centièmes, mais on retient la médaille d'argent de Muriel Aoré, 10 secondes 93 centièmes. À 25 ans, Muriel Aoré s'inscrit dans la cour des grands. Ce championnat du monde d'athlétisme de Moscou est un véritable point de départ pour une longue carrière. Alors Muriel Aoré, est-ce que vous vous attendiez à ces résultats, surtout quand on a à ses côtés une certaine Okagbare Blessing? Je me suis entraînée très dur. Je savais qu'en entrant dans la finale, c'était une finale qui était vraiment dure, comme celle des Jeux Olympiques de l'année dernière. Mais je savais que j'ai fait tout le travail, je l'ai mis tout en place. Donc, la différence entre cette année et l'année dernière, je suis beaucoup plus forte, mon esprit, j'étais beaucoup plus, comment est-ce que je peux dire ça?
beaucoup plus prête, disons mentalement, parce que l'année dernière, physiquement, j'étais prête, mais mentalement, j'étais pas prête du tout. Et c'est ça la différence, parce que c'est pas qui est la plus rapide le jour, c'est qui peut rester la plus calme. Et c'est ça, voilà. Muriel, ils sont nombreux, certainement, ces Ivoiriens qui se demandent à quel moment arrive le fighting spirit au corps de la Corse. À quel moment vous vous dites, je dois y aller, je dois foncer? Dès que on entend le pistolet, dès le départ, et dès que j'entends le pistolet, je pense à rien, je pense juste à la fin et courir au-delà de la ligne et ne pas m'arrêter. Voilà. Et lors de ces compétitions, est-ce que vous avez senti l'enthousiasme des populations ivoiriennes? Ah oui, bien sûr, j'ai reçu tellement de messages et des chaînes de prières et vraiment tellement de messages sur ma page fan Facebook et sur ma page personnelle en ce moment qui a été désactivée, je ne sais pas pourquoi, mais tellement de messages et beaucoup de support par tout le monde. Muriel Aoré, aux 200 mètres, vous étiez face à Blessing Okagbare et la Jamaïcaine Shelly Ann Fraser. Je vous propose qu'on suive justement cet élément qui nous revient en image sur cette finale du 200 mètres dames. Voilà, Muriel Aoré, cette référence et ce sourire extraordinaire, elle ne s'en enthousiasme excessif, mais si on ne s'enthousiasme pas là, quand est-ce qu'on le fera? C'est fabuleux ce qu'elle a fait, un départ canon de Muriel. Muriel Aoré, mais j'allais vous le dire, il faut qu'elle parte. Parce que les principales concurrentes sont derrière, donc il ne faut pas qu'elle les attende, il faut qu'elle parte. Évidemment, elle est partie. Shelly Ann Fraser fait le doublé. Hein. Elle est encore plus forte cette année, alors que depuis 2008, elle gagne presque tout. Et pourtant, elle n'a pas la foule adaptée. Regardez comment elle se désunit à la fin, la carré. Et ce sourire, il est superbe, Muriel Aoré. Finalement, on se pose la question de savoir quelle est votre spécialité, le 100 mètres ou le 200 mètres? Je préfère le 60 parce que c'est le plus court. D'accord. J'aime pas courir trop long, mais le 60 c'est ma distance préférée et je commence à vraiment aimer le 200 mètres. Parce que l'année dernière, j'avais quelques problèmes pour finir les courses et maintenant que je me suis vraiment remise au travail et commencé à faire beaucoup plus de distances plus longues comme les 500, 600 mètres, 700 mètres, 800 mètres à l'entraînement, je commence à vraiment aimer le 200 mètres. Je pense que c'est ma course préférée en ce moment. Muriel Aoré, est-ce que les Ivoiriens peuvent s'attendre aujourd'hui à une médaille en or? Oui, bien sûr. Je me remets au travail et avoir 2 médailles d'argent, ça me donne encore plus de tonus pour repartir. Donc, j'ai le championnat du monde en salle en mars. Donc, dès le 1er octobre, je me remets au travail. Pour terminer cet entretien, Muriel, qu'est-ce que ça vous fait de revenir au pays et quel message à l'endroit des populations ivoiriennes qui vous ont supporté certainement lors de ces différentes compétitions? Alors, je voudrais tout premièrement remercier beaucoup de personnes, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, M. Mamadi Diagne, Serge Do, mon manager, le président de la fédération d'athlétisme, M. Debrimou. Lui et M. Serge Do se sont tellement battus pour moi, pour que je sois ici aujourd'hui. Et vraiment, sans ces 2 personnes, vraiment, ils sont super, fantastiques, donc merci. Et je veux vraiment dire à la population, vous remercier pour tous les messages et pour tout le support. Et je vous ai salué dans les rues et vous étiez tellement contents. Les réactions de la population étaient vraiment surprenantes pour moi. Et voilà, c'est ça. Merci infiniment d'avoir répondu à notre appel, Muriel Aoré, en exclusivité sur RTI1, à peine quelques heures à son arrivée ici à Abidjan. Merci beaucoup, Muriel. Merci. Un mois après ces Jeux de Moscou dont on parlait à l'instant, se tiennent en ce moment même à Nice en France les 7e Jeux de la francophonie. À ces Jeux de Nice, ils sont 190 athlètes ivoiriens à défendre les couleurs du pays. La Côte d'Ivoire qui regorge justement d'énormes potentialités. Les opportunités d'investissement dans le pays ont aussi été présentées aux investisseurs et hommes d'affaires sur place à Nice à travers des stands ivoiriens. Sébastien Ougné. Au-delà de son aspect sport et culture, les 8e Jeux de la francophonie offriront une opportunité d'investissement en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, à travers ces stands à la place Mécénat de Nice, à l'occasion des 7e Jeux de la francophonie, le port autonome d'Abidjan, le CEPICI, le Conseil Café Cacao, le ministère du Tourisme ont ouvert les portes de la Côte d'Ivoire aux hommes d'affaires. Nous sommes société d'État, nous avons un devoir sociétal et nous assumerons pleinement à Abidjan comme nous le faisons déjà ici. Je suis avec les gens du Café Cacao. Café Cacao,
Ils ont besoin de nous parce qu'ils passent par le port. CPC, ils cherchent des investisseurs qui viendront, qui passeront par le port. Le tourisme, ils cherchent des gens aussi qui passeront par le port. C'est en synergie que nous agissons pour donner la meilleure image de la Côte d'Ivoire. Les participants au 7e jeu de la francophonie ont déjà une idée de ce qui se prépare en 2017 en Côte d'Ivoire. Alors là, je vous propose des petits feuilletés de pigeons d'Assigny. Voilà, ce sont des petits pigeons verts qui en fait on trouve à certaines saisons de l'année. Voilà, donc c'est ce que je te propose aujourd'hui. Oui, c'est absolument délicieux. Les petits beignets de manioc sont absolument délicieux. Et vous, qu'est-ce que vous avez pris? Manioc également et les chips aux bananes, aux plantains. Et c'est vraiment très très bon. Alors je découvre le pays à travers sa gastronomie. Bravo. La croissance économique de la Côte d'Ivoire au cœur d'un tête-à-tête ce matin à la primature. Daniel Kablan-Duncan a échangé avec le président d'Africar, structure spécialisée dans l'agriculture, et la vice-présidente du MIGA, entendez Agence multilatérale de garantie d'investissement. Les précisions de Mamadou Kouassi. Parti de la Côte d'Ivoire pour des raisons sécuritaires, Africar, une ONG américaine spécialisée dans la promotion de l'agriculture, la sécurité alimentaire et dans l'eau, veut reprendre ses activités en Côte d'Ivoire. Le président de cette structure est venu porter le message au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. L'intérêt est d'aider les paysans à mieux produire, avoir beaucoup plus de la valeur et avoir la connexion avec le marché, l'écoulement de leurs produits. Par le passé, ici, Africair avait travaillé dans le domaine de la production du riz et du soja. Avec la délégation de la Banque mondiale conduite par la vice-présidente de l'Agence multilatérale de garantie d'investissement, MIGA, il était question du bilan à mi-parcours des investissements déjà réalisés pour la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Nous avons présenté au gouvernement et au Premier ministre donc les différents produits que MIGA peut apporter à la Côte d'Ivoire pour encourager la venue des investissements dans des domaines prioritaires. Et le gouvernement a pu nous exposer les domaines qui, de son côté, étaient particulièrement importants pour que MIGA s'y implique. C'est un peu tôt pour nous de dire dans quel domaine nous pourrons apporter les prochaines garanties, mais nous allons étudier les demandes du gouvernement. Ce sont environ 1000 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour des investissements depuis la fin de la crise post-électorale. Déjà, 350 milliards de francs CFA ont été investis dans le secteur de la production de l'énergie, du gaz et du pétrole, ainsi que dans le secteur du bâtiment, les travaux publics et le tourisme. Tout juste après cette rencontre avec le chef du gouvernement ivoirien, la vice-présidente du MIGA a effectué une visite de terrain pour s'imprégner des travaux de construction du pont Henri Konan Bédié, comme vous le voyez sur ces images. Une visite qui se justifie parce que ce chantier est soutenu par l'Agence multilatérale de garantie d'investissement, une autre institution de la Banque mondiale. Keiko Honda a marqué sa satisfaction quant à l'état d'avancement de ce projet pour lequel son institution financière a déboursé la somme de 72 milliards de francs CFA. Les responsables et cadres des secteurs de l'énergie et des télécommunications du Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, le Togo, le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire en formation ici à Abidjan, dans la ligne de mire, la régulation des secteurs de l'électricité et des télécommunications dans 9 pays africains francophones. L'initiative est de l'autorité ivoirienne de régulation du secteur de l'électricité ANARE en collaboration avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Francis Boifo. On a des factures d'eau ou d'électricité ou bien un problème concernant le transport. Quand j'y vais me plaindre et je n'ai pas gain de cause, donc je prends ça comme ça. Pourtant, des structures de régulation existent en Côte d'Ivoire, réagit le ministre du Pétrole et de l'Énergie au nom de ses collègues. Les populations peut-être ne sont pas bien informées, peut-être aussi qu'elles ne s'informent pas. Il nous appartient de donner un peu plus d'informations. Nous allons nous atteler à faire cela. Le séminaire sous-régional d'Abidjan vient renforcer les capacités des responsables et cadres d'entreprises d'électricité et de télécommunications sur la régulation. Il s'agit effectivement de faire en sorte que les opérateurs puissent produire de l'électricité et de le céder aux abonnés dans les meilleures conditions tarifaires qui soient. Mes attentes pour ce séminaire, c'est d'accroître mes connaissances dans ces deux aspects, à savoir l'accès des tiers au réseau, la gestion des interconnexions
régionale à travers le marché de l'électricité des pays de la CEDEAO. 9 pays africains francophones participent à cette rencontre sur la régulation de l'industrie des réseaux, électricité et télécommunications. Réguler les industries en réseau, c'est de trouver un équilibre entre les différents partenaires qui sont l'État, les investisseurs privés et la population pour que chacun tire un profit raisonnable. La réunion s'achève le 13 septembre prochain et sera sanctionnée par des recommandations sur le mode de financement du secteur de l'électricité, problème commun à plusieurs pays africains francophones. Les régions du Ouorodougou, de la Bagoué, du Poro et du Tchologo ont reçu la visite des équipes de l'Agence nationale de l'environnement et de Côte d'Ivoire Énergie. Ces équipes ont procédé au lancement des enquêtes publiques en vue de la réhabilitation du réseau électrique dans ces régions. Les populations sont associées à ces enquêtes, nous dit Justine Seydjike. La promesse du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de positionner la Côte d'Ivoire au rang des pays émergents à l'horizon 2020 exige l'équipement de la Côte d'Ivoire en infrastructures et installations importantes et stratégiques susceptibles d'attirer les investisseurs et autres opérateurs économiques. C'est pourquoi Côte d'Ivoire Énergie a entrepris depuis quelques mois de renforcer les capacités des postes électriques existants et d'en créer dans certaines localités faiblement servies en courant électrique. Ainsi, les régions du Ouorodougou, de la Bagoué, du Poro et du Tchologo ont reçu les équipes de Côte d'Ivoire Énergie pour le lancement des travaux préparatoires, à savoir les études d'impact environnemental et social et les enquêtes publiques en vue de recueillir les avis et les préoccupations des populations de sorte à atténuer les impacts des travaux de construction des lignes haute tension et pour dédommager selon la réglementation tous ceux dont les cultures ou les bâtis seront touchés ou détruits. Bientôt, le district d'Abidjan, précisément le quartier de Koumassi, le département de Bondoukou et d'autres grands pôles de développement seront aussi visités. Les séances d'ouverture des enquêtes publiques des études d'impact environnemental et social telles qu'exigées par le Code de l'environnement, présidées respectivement par les préfets de Séguéla, Boundiali, Korogo et Ferkessédougou, tenues du 13 au 24 août dernier, ont permis d'informer les populations sur le projet de construction du poste 225 kV Laboa, Boundiali, Ferké et les tracés des lignes de haute tension couvrant les départements de Séguéla, Boundiali, Korogo et Ferké. Par la même occasion, des commissaires enquêteurs chargés de recueillir les avis des populations concernées ont été nommés et présentés à l'Assemblée à chacune des cérémonies. Les échanges ont permis aux populations d'exprimer leurs inquiétudes en ce qui concerne les compensations dérisoires. Rassurées par les responsables de Côte d'Ivoire Énergie et de Landé, la population ne souhaite plus que la réalisation de ce projet le plus tôt possible. Le programme présidentiel d'urgence à PPUI vient de doter le village de Langui-Kwadiokro d'une école primaire de 3 classes. La cérémonie d'inauguration de l'établissement a été présidée par Jeanne Pemont, conseillère du président de la République, chargée des affaires sociales et du genre, Charles Tatou. Ce bâtiment de 3 classes est une réalisation du programme présidentiel d'urgence PPU. Il vient réduire les difficultés des parents d'élèves et des écoliers de Langui-Kwadiokro. Pour prendre des cours, les enfants de ce village étaient obligés de se rendre à Didiévi, parcourant 6 km par jour. Venu remettre officiellement les clés de la première école primaire de Langui-Kwadiokro, Jean Pemont, conseiller du président de la République chargé des affaires sociales et du genre, a été accueilli dans une liesse populaire. L'ambassadeur Kona Nguessan Marcel a exprimé la reconnaissance de la population de Langui-Kwadiokro au chef de l'État Alassane Ouattara pour cet édifice scolaire qui, selon lui, contribuera à accroître le niveau de scolarisation des enfants de leur village. Jean Pemont a rassuré les populations quant aux actions du chef de l'État Alassane Ouattara visant à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Direction maintenant l'Afrique du Sud où l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, a réuni une 50aine de journalistes africains, un rendez-vous pour échanger sur les questions de population et de développement. Il a été aussi question de faire le point de la situation en Afrique. La rencontre qui a duré 72 heures a eu lieu à Johannesburg. Les précisions de notre envoyé spécial dans la métropole sud-africaine, Delphine Blas. Afrique du Sud, Johannesburg, Birchwood Hotel.
conférence internationale d'une 50aine de pays sur la population et le développement. Cet atelier est pour impliquer les hommes des médias, les femmes des médias dans le processus de revue de la conférence internationale sur la population et le développement qui va avoir 20 ans l'année prochaine. Nous pensons que les médias jouent un rôle extrêmement important dans la mise à l'ordre du jour des questions de population, dans l'implication des hommes politiques dans ce qui concerne l'avenir de l'humanité. S'engager désormais à travers leur production dans les questions de population et de développement afin qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Mettre fin également aux violences et aux grossesses chez les adolescentes complète les objectifs de la CIPD, la conférence internationale sur la population et le développement. Pour les journalistes africains, cet atelier est à saluer. Il y a de nouveaux concepts qui naissent. Les journalistes ont besoin d'être informés, d'une mise à niveau pour pouvoir bien travailler. Cet atelier est le bienvenu parce que ce n'est pas souvent qu'on parle de la CIPD dans les médias. Ensuite, après la CIPD, on a commencé à parler des objectifs du millénaire pour le développement. Et finalement, les objectifs du millénaire pour le développement ont un peu caché la CIPD et on n'en parle pas souvent. Donc cet atelier qui permet effectivement de revenir sur la CIPD, de parler des questions de population, est vraiment une très bonne chose. Meilleure compréhension des questions sur la conférence internationale pour la population et le développement, la CIPD, à travers communication, partage d'expériences et discussions. Les journalistes se séparent après 3 jours de travaux intenses, chacun ayant à l'esprit désormais d'attirer l'attention des gouvernants sur le développement des peuples africains. Les rideaux sont tombés sur les travaux des ateliers de validation du plan d'opérationnalisation de la réforme des filières coton et anacarde. Le ministre de l'Agriculture a rassuré les participants et autres sceptiques sur la pertinence de la réforme. Les réflexions ont accouché d'une feuille de route pour la mise en œuvre de la dite réforme. Noël Gagnon. La réforme des filières coton et anacarde, la phase 2 est terminée, c'est-à-dire le document d'opérationnalité où les différentes déclinaisons du décret d'application est validé. 3 jours ont été nécessaires, après discussion et échange entre toutes les parties prenantes. Une grande première. Aujourd'hui, ça a été l'occasion pour tous de se retrouver et de savoir que nous avons un même destin. Et de savoir que ceux qui nous accompagnent ne sont pas contre nous. Au contraire, ils veulent nous aider à trouver une solution. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, a salué l'engagement quantitatif et qualitatif des participants avant de les remercier et indiquer l'esprit de la réforme. Nous ne faisons pas une réforme pour que quelqu'un perde tout et on ne fait pas une réforme aussi pour que quelqu'un gagne tout. Nous faisons une réforme pour qu'il y ait un meilleur équilibre et qu'il y ait de l'équité qui assure la pérennité de la filière. Pour cette pérennité, la réforme met en place au plan institutionnel une direction générale de l'ARECA, autorité de régulation des filières coton et anacarde, et 2 directions générales adjointes, l'une pour le coton, l'autre pour l'anacarde. Autre fait notable à souligner dans cette réforme, le retour du zoning au niveau de la filière coton. L'État avait bien dit qu'à partir de 2000, que la filière était libéralisée. Malheureusement, cette libéralisation n'a pas été bien comprise par tous et on a assisté à un désordre. Aujourd'hui, il faut corriger ces désordres-là. Il s'agit simplement de redéfinir des zones aux différents acteurs pour pouvoir mener des actions de développement, des actions à moyen terme comme la culture à télé qui constitue aujourd'hui le fer de lance du développement de la culture cotonnière et de la modernisation des exploitations en zone de savane de Côte d'Ivoire. Concernant l'anacarde, l'acquis notable reste la structuration de la commercialisation. L'innovation au niveau de l'anacarde, c'est d'abord la structuration de la commercialisation. C'est une filière naissante, ça a un intérêt économique et donc il faut organiser cette filière. On a constaté qu'il y avait une très forte volatilité au cours de la commercialisation où les prix pouvaient varier vraiment du simple au double. Donc
C'est l'objectif, l'innovation, c'est d'agréer tous les acteurs qui vont intervenir dans cette filière-là. C'est fort de ces acquis et des recommandations formulées pour la durabilité des deux filières que les participants se sont séparés avec l'espoir que les fruits seront à la dimension du labour de ces 72 heures. 184 millions de francs CFA, c'est le don reçu par les cacaoculteurs, membres de la société d'achat et de distribution, une entreprise coopérative qui milite pour la qualité du cacao vendu au titre de la campagne agricole passée. Cette prime a été redistribuée aux coopérateurs récemment. Agbapleu, Broléon. De l'argent remis à des producteurs de cacao des régions du Guémon et du Cavali dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce sont des montants compris entre 80 000 et 102 000 francs pour un cumul d'environ 184 millions de francs CFA. Le tout représente la prime pour plus de 4 millions de kilogrammes de cacao de bonne qualité vendus au titre de la campagne agricole 2012-2013. En plus de cette prime d'encouragement, la société d'achat et de distribution Sogad, une entreprise coopérative, a offert à ses paysans 20 millions de francs CFA en produits phytosanitaires pour l'entretien de leurs plantations. Une école de 3 classes et un logement pour personnel de santé ont été également offerts. Des gestes pour le bien-être social des agriculteurs et leurs familles, salués par les bénéficiaires et le sous-préfet de Gbapleu qui a saisi l'occasion pour exhorter à la scolarisation des enfants. À la faveur de la commémoration de la mémoire de la Vierge Marie, les légionnaires ivoiriens ont organisé un pèlerinage national marial à Gagnoa hier et avant-hier. C'était au stade Biakaboda en vue de prier pour la réconciliation nationale. Le cérémonial a été marqué par la commémoration des 92 ans de la Légion dans le monde et les 63 ans de Légion de Marie en Côte d'Ivoire. C'était sous la présidence de l'archevêque de Gagnoa, Monseigneur Joseph Aké, Honorine Nigori. Ce sont plus de 20 000 membres de la Légion de Marie qui ont effectué ce pèlerinage à Gagnoa pour vénérer la Vierge Marie et surtout porter la Côte d'Ivoire et ses habitants en prière. Veillée mariale, enseignement, procession avec la Vierge Marie, prière, messe d'action de grâce et messe pour les défunts ont constitué les temps forts de cet événement. Les légionnaires en tirent un grand profit. J'étais très heureux de participer à cette journée mariale. En tout cas, tout s'est très bien passé. Et nous espérons être repartis chez nous avec vraiment toutes les grâces et surtout en cette occasion de la nativité de notre Mère du Ciel, entre la Vierge Marie. Les responsables de la Légion de Marie de Côte d'Ivoire se réjouissent d'avoir atteint leur objectif. C'est un sentiment de joie, de paix, d'amour, parce que nous avons prié pour la nation, pour la Côte d'Ivoire, pour tous les fils de la Côte d'Ivoire. C'est une expérience formidable. Tant que les légionnaires soient des artisans de paix, parce que c'est là aussi notre mission. Quant au président de la cérémonie, Monseigneur Joseph Aké, archevêque de Gagnoa, il a invité les légionnaires, fidèles catholiques et l'Assemblée à être des messagers de paix. À présent, frères et sœurs, nous cherchons le chemin de la réconciliation qui conduit à la paix. Si vous continuez de vous battre entre vous, de vous mordre, de vous vouloir du mal, vous disparaîtrez tous spirituels. Cette célébration a été aussi marquée des 63 ans d'anniversaire de la Légion de Marie en Côte d'Ivoire et des 92 ans d'existence de cette communauté dans le monde. Troisième et dernier titre de ce 20h, au Mali, le palais de Koulouba, aux allures de rentrée des classes ce matin. Les 34 membres du premier gouvernement Tatam Li ont reçu leur feuille de route des mains du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'agit du premier conseil des ministres 24 heures après la formation de l'équipe gouvernementale. Reportage. 24 heures seulement après leur nomination, les membres du gouvernement Tatamli viennent au palais de Koulouba pour recevoir leur feuille de route des mains du président de la République. Une feuille de route que les poids lourds de l'équipe gouvernementale semblent déjà connaître par cœur. Faire en sorte que l'autorité politique exerce clairement la tutelle sur l'ensemble des forces armées de sécurité, améliorer les conditions de vie des militaires dans le cadre général de l'amélioration des conditions de vie des Maliens, et faire en sorte que nos forces soient assez opérationnelles à la fois pour les défis nationaux et régionaux. On sait qu'il y a la crise du Nord. J'espère qu'on aura une diplomatie qui va non seulement aider le pays, mais aussi à régler ce problème objectivement.
Au total, 34 ministres et ministres délégués font partie du nouveau gouvernement malien. Parmi eux figurent 4 femmes, mais aussi 6 membres du gouvernement de transition, dont le général Moussa Sinko Koulibaly à l'administration territoriale, ou encore Tieman Hubert Koulibaly au domaine de l'État. Le tout premier conseil des ministres du Mali post-crise s'est tenu ce lundi à Bamako sous la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta. Notre société est meurtrie. Nous comprenons à peine ce qui nous arrive. Il nous faut donc rebâtir de nouvelles institutions, remobiliser notre nation autour de nouvelles valeurs, le travail, l'excellence, le goût de l'effort. Le président Ibrahim Boubacar Keïta réaffirme aussi sa volonté de réconcilier les Maliens. Illustration de cette volonté, la nomination d'un ministre de la réconciliation et du développement des régions du Nord. Un acte salué par une frange de la population. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble, avec notamment Lundi Sport dans un instant, avec toute l'équipe de RTI Sport. Moi, je vous retrouve demain. Excellente soirée. Bonsoir.